n'a pas seulement fait des tableaux d'histoire ancienne, il en a fait aussi d'histoire moderne. Citons entre autres le premier consul gravissant le Saint-Bernard, le serment du jeu de paume, Marat expirant. Le premier de ces tableaux est une flatterie qui trahit les habitudes d'esprit emphatico-allégorique de l'artiste et qui fait mal à voir quand on se rappelle ses antécédents républicains. Quoi, c'est David le maratiste, le terroriste, qui donne à la France consulaire cet exemple d'adulation et qui fait de l'usurpateur du Brumaire, du vainqueur plus heureux qu'habile de Marengo, une espèce d'archange monté sur un coursier divin et franchissant d'un bond les Alpes pour le salut et la liberté de la patrie. Dans le tableau de David, Bonaparte est représenté selon l'expression du peintre calme sur un cheval fougueux. Le vent soulève son manteau comme si la fortune le portait elle-même. Il est seul, il remplit le tableau comme si dans la destinée de ce personnage providentiel se fût résumée celle de la nation. Devant l'immensité de cet homme, les Alpes semblent s'abaisser et se réduire à la dimension d'une taupinée. On le voit, David a fait tout ce qu'il a pu pour idéaliser son héros. Il n'y manque même pas un certain romantisme. La vérité, d'après Thiers, est que le général Bonaparte passa les Alpes à l'arrière-garde de son armée, monté sur un mulet de montagne dont le pied était beaucoup plus sûr que celui d'un étalon des écuries consulaires, enveloppé de la vulgaire redingote grise et dévoré de soucis à la nouvelle qu'il venait de recevoir que l'armée était arrêtée à la descente des Alpes dans une gorge étroite par une forteresse imprenable qui lui barrait le chemin. Le fait était demeuré assez peu connu jusqu'à la publication de l'histoire de Thiers, mais il faut avouer que de la part d'un général en chef qui depuis 6 mois faisait ses préparatifs, qui avait dû étudier la carte du pays et qui s'était flatté de surprendre les Autrichiens, la faute était énorme. Bonaparte ignorait jusqu'au nom et à l'existence du fort de Bar. Il ne s'était pas douté le moins du monde que son armée, après avoir franchi la crête des Alpes, pouvait se trouver enfermée comme dans une souricière, en sorte que si le général Mélas avait pu supposer que son adversaire irait s'engager dans ce défilé, avec un renfort de quelques milliers d'hommes, il faisait prisonnière l'armée française. On réussit enfin non pas à enlever, mais à tourner l'obstacle, victoire remportée non à coups de canon, mais à coups de pique. L'armée en fut quitte pour la peur, mais quel sujet de glorification pour le général que ce raccro. Rien ne m'irrite davantage que le mensonge dans l'art, précisément parce que l'art est une idéalisation. L'idée de l'artiste doit être d'une vérité d'autant plus scrupuleuse. Le tableau de David, qui représente le premier consul gravissant les Alpes, est assurément fort beau. Ce n'en est pas moins une page que je voudrais déchirer. Les hommes politiques assignent au traité de Tilsit l'apogée de la puissance impériale et aux conférences de Bayonne le commencement de la décadence. Raisonnant à mon tour au point de vue de l'esthétique et de la morale, je trouverai le principe secret de cette décadence dans la flatterie désordonnée qui accueillit le premier consul au retour de Marengo et dont le peintre David se fit l'interprète. Les empires ne subsistent pas seulement de la prudence des princes, ils vivent surtout de la dignité des nations. Lorsqu'on écrira l'histoire, non plus apologétique, mais critique du consulat et de l'empire, la campagne de Marengo, toute heureuse qu'elle fut par ses conséquences politiques et par la paix qui la couronna, sera jugée au fond comme une des plus fâcheuses pour la gloire personnelle de Napoléon, et ce qui est triste à dire, comme une véritable éclipse du bon sens et de l'esprit civique des Français. Le premier consul commit faute sur faute et ne dut son salut qu'à des circonstances indépendantes de ses prévisions. Ignorance du fort de Barde, où il faillit se trouver pris le plus sottement du monde, 6 jours perdus à Milan, sans rien faire pendant que la garnison de Gênes vivait de tiges, de bottes et de rats. Masséna et son armée sacrifiés contre le devoir militaire, qui prescrivait avant tout de le secourir et forcé après la plus héroïque défense de capituler. Défectuosité du plan de campagne consistant à disperser l'armée dans le but d'envelopper comme d'un réseau le général Mélas, qui d'abord trompa Bonaparte en lui dérobant sa marche, puis enfonça le réseau, gagna sur le premier consul la première bataille de Marengo et ne succomba sous les coups de Zex qu'à la seconde. C'est le cas pour l'opinion de ramener le citoyen, premier consul, à
des idées plus modestes, en lui faisant gagner par 15 années de service son titre d'empereur. Il y avait lieu de penser qu'il lui en aurait fallu au moins 30 pour le perdre. La plus lâche flatterie, d'accord, avec une ambition effrénée, en a décidé autrement. Quoi, dites-vous, tant de choses dans un tableau, tant d'importance à l'erreur d'un artiste? Et oui, trouvez-vous donc que ce soit exagéré l'importance de l'art? N'avons-nous pas dit que l'art, comme la littérature, est l'expression de la société, et que s'il n'existe pour son perfectionnement, il existe pour sa ruine? Ne traitons pas légèrement ces choses, ce serait ajouter à la corruption l'imbécilité. Le serment du jeu de paume n'a point été achevé, j'ignore où se trouve ce tableau, et ne me souviens pas de l'avoir vu. Je ne puis donc en parler que d'après la gravure, comme tout le monde. Cela me suffit pour le moment. La journée du 20 juin 1789 fut certainement l'une des plus grandes et des plus décisives de la Révolution. Tous les députés, moins un, après s'être déclarés Assemblée nationale, jurent avec Bailly de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la France. Il est bien peu de Français qui, en lisant le récit de cette journée, ne partagent l'enthousiasme des représentants et qui n'applaudissent par conséquent à l'œuvre de David, la plus considérable peut-être qui fût sortie de son cerveau. Oui, voilà ce que furent nos pères en 89, ce qu'ils ont voulu, et nous, leur postérité, nous leur avons pas refusé notre ratification. Pourtant il plane un doute sur ce grand acte, doute que l'artiste a rendu avec une éloquence incomparable, mais qui, atteignant la moralité de l'acte, rejaillit sur la composition. À la distance où nous sommes des faits et à la vue des événements qui en ont été la conséquence, on se demande si la démarche des députés du tiers fut bien raisonnée, si elle était utile, si l'Assemblée composée en grande partie de légistes et qui jusqu'à ce moment se piquait d'observer la plus stricte légalité, ne s'en écartait pas en prêtant ce serment insurrectionnel. Si la marche ultérieure de la Révolution ne s'en est pas ressentie, au point de faire regretter aujourd'hui qu'on n'ait pas suivi une autre route. Et est-il sûr que ce député assis pendant que ses collègues, debout, le bras tendu vers Bailly, prêtent le serment fatidique, n'avait pas raison seul contre tous? Martin Doc, c'est le nom de ce député, si j'ai bonne mémoire, dont le peintre David a eu soin de consacrer la protestation isolée, en témoignage du respect des opinions, apparaît ici comme le remords au sein de la conscience nationale. Les députés jurent de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la France. Ils ont tenu leur serment. Le 3 septembre 1791, cette constitution, jurée par le roi, était promulguée. Elle ne dura pas un an. Après cela, nous avons eu successivement les constitutions de 93, 95, 99, 1804, 14, 15 et 30, 48 et 52. Ensemble, 10 constitutions dont la durée moyenne à ce jour a été d'un peu plus de 7 ans. Ajoutez que la décadence nationale, dont on accusait en 1789 l'ancien système, n'a fait sous des apparences libérales que se continuer au témoignage des révolutionnaires qui eurent la chance d'en être témoins. Barère, Lafayette. Et était-ce la peine de s'impatienter, de se séparer de la royauté, d'abandonner la voie indiquée depuis 13 ans par Turgot et Necker pour se jeter dans cette conjuration interminable? En 89, la majorité de la nation applaudit au serment du jeu de paume et donne tort à Martin Doc. Mais cette même majorité, si vous l'interpellez après le 21 janvier 93, pendant la terreur, au coup d'état du Directoire et jusqu'à la liquidation Ramel, elle lui donne raison. Plus tard, sous le consulat de l'Empire de 1799 à 1808, elle donnera de nouveau tort à Martin Doc. Mais le désastre de Russie, l'invasion, la restauration lui feront pour la seconde fois donner raison. Et si 1830 et 48 se prononcent encore contre lui, 1852 ne tarde pas à se lever pour lui. Ainsi, le serment du jeu de paume est un fait sur lequel on peut dire que l'opinion de la majorité change tous les 10 ou 15 ans. Quelles opinions se formaient d'après cela une composition artistique ayant pour but de célébrer ce même fait? Que l'on y réfléchisse et l'on verra que sous ce rapport, le serment du jeu de paume a quelque chose de louche qui trouble l'esprit et ne laisse pas une impression nette. Sont-ce les émeutiers que nous voyons ou les fondateurs de la liberté, les pères de la Révolution? Qui peut le dire? La plupart périront sur l'échafaud, émigreront ou se rallieront à un nouveau despotisme. Le grand défaut de l'œuvre de David,
C'est, je le répète, qu'elles soulèvent un doute insoluble, que les figures apparaissent, tout autres suivant qu'on les considère du point de vue de l'approbation ou du blâme. C'est que l'artiste n'a pas eu conscience de ce doute, parce que s'il en avait eu conscience, son devoir aurait été d'y apporter toute son attention, ce qui aurait fait de sa composition une œuvre unique. Le Marat expirant est un éclair dans la nuit orageuse de la Révolution. Je ne sais quant à moi quelle sorte de reproche on pourrait faire à ce tableau où l'auteur n'a eu qu'à reproduire la réalité telle qu'il l'avait vue une heure après l'événement pour atteindre au plus haut degré du pathétique et à la plus grande profondeur de l'idée. Qu'on pense de Marat, l'ami du peuple, ce qu'on voudra, je l'abandonne à ses ennemis et ne m'en occupe même pas. Ce qui reste vrai et qui me consterne, c'est que ce cadavre va devenir le signe de la terreur. C'est que tout semble avoir été ici combiné par un génie infernal pour surexciter dans la multitude la piété et la colère, et fournir aux intrigants et aux scélérats de la Révolution un prétexte à tous les complots. Ce journaliste populaire vivant dans une cave, ce corps épuisé au service du peuple sans culotte, ce pauvre logis au froid de muraille, cet assassinat d'un malade dans le bain où, travailleur sans repos, il venait de corriger sa dernière épreuve, cette triste vengeance d'un parti impuissant par la main d'une élégante aristocrate, ce Marat, enfin hier un monstre, aujourd'hui un martyr, un saint, voilà ce que l'art n'eut pas inventé et que jeta impromptu sur la palette classique de David, la folie politique d'une femme. Si de 1793 à 1814, le public et les artistes avaient été capables de quelques réflexions, ils auraient vu dans ce tableau de la mort de Marat la flamme qui leur indiquait la route, l'école hollandaise qui produisit des œuvres plus achevées n'ayant rien laissé de cette force. Eugène Delacroix, chef de l'école romantique, comme David l'avait été de l'école classique, Eugène Delacroix est un des plus grands artistes de la première moitié du XIXe siècle. Il n'eût pas eu d'égo et son nom aurait atteint le plus haut degré de la célébrité si, à la passion de l'art et à la grandeur du talent, il avait joint la netteté de l'idée. J'ai rapporté précédemment la définition de l'idéal d'Eugène Delacroix. Elle est inintelligible. Tout ce qu'on peut en saisir est que Delacroix appelait idéal tout ce qui frappait son imagination et dont il s'efforçait à son tour, à l'aide du pinceau, de frapper l'imagination du spectateur. Ce qui revient à dire que l'idéal, selon Delacroix, est une impression personnelle à l'artiste et l'art une expression de sa subjectivité. Il disait encore: la peinture n'est autre chose que l'art de produire l'illusion dans l'esprit du spectateur en passant par ses yeux. Cette proposition n'est pas plus claire que l'autre, mais on y distingue encore ceci, que le peintre est un magicien qui fait illusion aux gens. La manière dont il rendait compte de son romantisme revient à cela. Si l'on entend par mon romantisme la libre manifestation de mes impressions personnelles, je dois avouer que je suis romantique depuis l'âge de 15 ans. Mais artiste, répondrai-je à Delacroix, je me soucie fort peu de vos impressions personnelles, sans compter que je vous défie de produire en moi la moindre illusion, à moins que vous ne trouviez le secret de rendre mon imagination complice de la vôtre. Or, pour entraîner mon imagination, la première condition, je vous en préviens, est de gagner ma raison. Ce n'est donc point par vos propres idées et votre idéal que vous devez agir sur mon esprit en passant par mes yeux, c'est à l'aide des idées et de l'idéal qui sont en moi, ce qui est juste le contraire de ce que vous vantez de faire, en sorte que tout votre talent, à vous peintre, de même que le talent du poète, se réduit d'abord et avant de mettre la main à l'œuvre, à pénétrer nos âmes, à y découvrir l'idéal, puis à l'exciter, à le provoquer au moyen de votre miroir d'artiste, finalement à produire en nous des impressions, des mouvements et des résolutions qui tournent non à votre gloire ni à votre fortune, mais au profit de la félicité générale et du perfectionnement de l'espèce. Je l'ai dit, je ne sais plus où, les poètes et les artistes sont dans l'humanité comme des chantres dans l'église ou des tambours au régiment. Ce que nous leur demandons, ce ne sont pas leurs impressions personnelles, ce sont les nôtres. Ce n'est pas pour eux-mêmes qu'ils peignent, qu'ils chantent ou jouent de leurs instruments, c'est pour nous, d'où il résulte que ce qui les fait admirer et applaudir, ce qui les rend célèbres, ne vient pas d'eux. Ils n'en sont que les fidèles et retentissants échos. Ce qui fait les miracles de la poésie et de l'art est la faculté idéaliste, non d'un individu, mais d'une collectivité.
que si cette obédience déplaît aux artistes, s'ils prétendent chanter et peindre leur intention particulière et pour leur propre gloire, on ne les en empêche pas. Seulement, ils ne devront pas être surpris de se voir abandonnés et de s'écouter dans le désert. Quelques amateurs de leur bord leur feront peut-être l'aumône d'un compliment. La multitude passera à côté d'eux sans les voir et ils s'éteindront dans l'oubli. C'est ce qui est arrivé à Delacroix, que ses impressions personnelles ont abreuvé d'amertume et qui, en suivant son inspiration particulière, a manqué la plus belle carrière qui se soit jamais offerte à un artiste. Delacroix, dit un de ses biographes, a fait la conquête des salons et entraîné les ministres plutôt par son esprit que par ses ouvrages. En lui, l'homme du monde a sauvé l'artiste. Loué à faux par ses meilleurs amis, insulté par ses ennemis, il se sentait incompris, méconnu, hors de son époque, et ne trouvait de refuge contre les jugements plus ou moins fondés de ses contemporains que dans la conscience mal assurée qu'il avait de son talent et dans la mélancolie de ses illusions. À une exposition de tableaux de Madame la Duchesse d'Orléans, des personnes qui ne le connaissaient pas riaient en sa présence de ses meilleurs ouvrages. Voilà plus de 30 ans, dit-il, le visage pâle et la voix tremblante, que je suis livré aux bêtes. Vité de l'Académie française comparait Delacroix à d'Arlincourt. Lamartine, poète aveugle, lui attribuait innocemment quelques pauvres peintures de Vinchon et l'accablait d'éloges. Un journaliste osait écrire Delacroix peint avec un balai ivre. Ce qui domine dans Delacroix et qui constitue sa personnalité est une soif inextinguible d'émotion, de passion, de couleur, un besoin d'énergie et de mouvement qui le poussait, lui, d'un tempérament frêle et d'une constitution délicate, assidu au travail, ne sortant presque jamais de son atelier, à exagérer dans ses tableaux les qualités qui ne rencontraient pas au même degré dans les ouvrages classiques. Je ne veux point ici m'établir juge entre les deux écoles. La sagesse et la prose classique m'ennuient. L'énergie, souvent affectée, superficielle, et qui est un des caractères de notre époque lâche et corrompue, ne m'agace pas moins. Mais qui ne voit ici que Delacroix qui faisait consister son romantisme dans la manifestation de ses impressions personnelles, qui définissait la peinture comme l'art de faire illusion au spectateur. Et l'idéal, tout ce qui allait à son idée, à lui, Delacroix, réduisait la réforme de l'art dont il était le porte-drapeau à une simple différence dans les moyens d'exécution, alors qu'il fallait la chercher surtout dans le fond des idées, dans la conscience du siècle, dans l'état de la société.